Aujourd'hui, pour ce mercredi, la CPTS, nous avons la chance d'accueillir 2 infirmiers diplômés en santé populationnelle. Bettina, bonjour, et Romain. Bonjour. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que pour les personnes en visioconférence, cette session est enregistrée et qu'elle sera publiée sur les plateformes de communication de la CPTS. Si les personnes ne veulent pas apparaître, fermez la caméra et ne pas hésiter à utiliser le chat pour poser vos questions. Et à la fin de la présentation, on va essayer de répondre à tout. Et pour des soucis organisationnels, merci de mettre vos noms et prénoms sur vos petites sessions. Voilà. Donc je passe la main à Bettina, bonjour, et à Romain. Bonjour. Et on est parti, à vous. Donc bonjour à tous, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons voulu parler des troubles cognitifs aujourd'hui. Effectivement, comme le disait Dr Vial, le vieillissement de la population et l'augmentation des troubles neurodégénératifs placent les troubles cognitifs au sein d'enjeux de santé publique. Pourtant, un sous-diagnostic persiste au sein de la population, ce qui prive de nombreux patients et leurs aidants d'une prise en charge adaptée. Il faut que tu dises ça. En tant qu'infirmier en santé populationnelle, nous avons décidé de travailler au plus proche des patients, ce qui nous permet de travailler autour d'actions de dépistage, de prévention et de santé publique. Cette présentation s'inscrit dans cette dynamique et elle vise à mettre en valeur, en lumière en tout cas, les enjeux liés aux troubles cognitifs, tels que sur notre territoire, comme identifier les freins actuels du diagnostic et la prise en charge et trouver ensemble des pistes d'amélioration. Nous souhaitons ouvrir une réflexion collective sur les moyens d'optimiser les parcours de soins et de renforcer le soutien aux patients et leurs proches aussi, en réfléchissant ensemble à des solutions adaptées. Nous allons donc maintenant nous présenter et vous expliquer un petit peu plus en détail notre rôle en tant qu'infirmier azalé. Donc moi je suis Romain, un infirmier, ça fait plus de 10 ans que je suis infirmier. J'ai d'abord travaillé en hospitalisation à domicile puis en tant qu'infirmier libéral, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer de nombreux patients qui présentaient des troubles cognitifs et de me rendre compte du sous-diagnostic qui est présent au sein de la population. Pour ma part, je suis Bettina, infirmière depuis un peu plus presque 15 ans. J'ai pratiqué aussi les soins à domicile et je suis depuis 9 ans dans l'association Azalée. Donc l'association Azalée qui est une association de médecins qui emploie des infirmières. Cette association nous permet de prendre le temps dans les consultations avec les patients. On est en collaboration avec des médecins généralistes. On travaille au sein de avec les patients de leur patientèle. On les accompagne et on travaille en collaboration avant tout. Oui. Dans le but d'améliorer la prise en charge quotidienne de leurs patients. Voilà, on pratique quotidiennement l'éducation thérapeutique pour les patients. Le protocole Azalée, donc c'est un protocole HAS qui a été reconnu par l'HAS donc en 2009, qui est inscrit dans le code de la santé publique et qui définit donc 4 axes pour lesquels nous sommes au quotidien amenés à travailler. Donc la prise en charge des patients de diabète de type 2, le suivi des patients à risque cardiovasculaire, ainsi que le suivi des patients tabagiques à risque BPCO et l'asthme, et enfin les consultations de repérage de troubles cognitifs. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et c'est dans ce protocole, dans ce cadre-là que on intervient et on vient dépister les troubles cognitifs dans les cabinets avec les médecins traitants. Donc le médecin traitant va avoir son patient qui va arriver, comme l'a précisé Dr Vial tout à l'heure. C'est maman.
n'a plus... Maman n'a plus de mémoire. Maman n'a plus de mémoire. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il existe un médicament? Est-ce qu'il existe des choses à faire? Donc, très patiemment, il va lui expliquer tout ce qu'il a à lui expliquer. Il va la diriger vers l'infirmier Azalee. Et on va pratiquer quelques tests type MMSE, l'horloge, le test de Dubois, voilà. Ces examens sont réalisés en première intention, c'est-à-dire que comme on le souhaite dans l'action que l'on mène dans Azalee, c'est-à-dire que on va essayer d'accompagner le patient en prévention primaire ou secondaire, mais souvent primaire avant d'entamer la prise en charge médicamenteuse. Voilà. Et une fois que le dépistage le débrouillage a été fait par l'infirmière Azalee, on va avoir un lien entre l'infirmier et le médecin qui va permettre d'amener le médecin à son diagnostic ou en tout cas à sa prise en charge, à l'amélioration de sa prise en charge. Voilà. Par la prescription de ce qui peut suivre, mais qui vous concerne, type IRM et autres rendez-vous psychogériatriques. Voilà. Il faut aussi préciser que l'association Azalee est nationale, du coup, et qu'il y a des infirmiers sur tout le territoire et dans tous les départements, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Pour donner un petit peu plus de chiffres, du coup, au niveau national, il y a à peu près 2000 infirmiers Azalee pour 9000 médecins. Au niveau régional, il y a un peu plus de 300 infirmiers Azalee. Au niveau départemental, 31 infirmiers pour 150 médecins. Et au niveau de la CPTS sur la région de Dax, du coup, 6 infirmiers pour 21 médecins. Pour expliquer un petit peu plus notre rôle au sein des cabinets, nous allons vous détailler en fait tout simplement les tests que nous réalisons et surtout ce que on essaye de rechercher en faisant ces tests. Donc on va d'abord réaliser le MMSE, qui est un test de dépistage pour les fonctions cognitives. Du coup, on va étudier le langage, on va étudier la parole, la prise de décision. On va faire procéder le test au patient, c'est-à-dire qu'il va y avoir une série de questions comme vous voyez sur votre écran. Donc on va demander au patient de répondre à ces questions, ce qui va nous permettre d'avoir une notation sur 30 au total. Un test qui va être, des résultats qui vont être inférieurs à 24 vont presque toujours être le signe d'une atteinte pathologique de la mémoire. Il faut faire attention puisqu'en fait il faut aussi tenir compte du niveau socio-culturel du patient et aussi de son âge. Les dessins qui apparaissent sur votre écran, ça fait partie du MMSE. Là, par exemple, on va demander au patient de reproduire un dessin qu'on lui montre, ce qui va nous permettre de repérer s'il y a des troubles au niveau de l'orientation spatio-temporelle, des troubles de la concentration, etc., etc. Ensuite, on peut réaliser le test de l'horloge. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on va réaliser le test de l'horloge. Cette fois-ci, on va demander au patient de dessiner le cadran d'une horloge ou d'une montre qui va nous indiquer 11h10 ou 10h10. En fait, le but, c'est de faire croiser les aiguilles. En fonction de ce qu'on va observer, il y a des grilles d'évaluation qui vont être préétablies et qui vont donner une notation sur 10 à ces tests. Par exemple, les chiffres à l'extérieur du cadran vont attribuer une note de 3 sur 10, les chiffres intervertis vont donner une note de 5 sur 10, ou la confusion des aiguilles va donner une note de 7 sur 10. Comme vous le voyez ici, l'horloge de gauche où il est 10h10 est une horloge qui est tout à fait normale. En revanche, l'horloge qui est censée indiquer 11h10 est plutôt une horloge très pathologique. Ensuite, on va réaliser d'autres tests comme les 5 mots de Dubois, notamment les 5 points de Dubois. Donc on va demander au patient, donc ce test va être décomposé en 2 parties. La première partie qui va être le rappel immédiat, puis le rappel différé. On va demander au patient de retenir 5 mots, donc musée, limonade, passoire, camion, sauterelle, pour lesquels on va donner un indice à chaque fois. Par exemple, pour le musée, on va dire que c'est le bâtiment. Pour la limonade, c'est une boisson, et ainsi de suite. Ce qui permettra au patient de nous demander des indices. Si toutefois il oublie les mots, on sera en mesure de lui donner des indices pour lui permettre de remonter jusqu'au mot à l'origine. Donc en fait, on va demander au patient de retenir ces mots, ces 5 mots. On va lui demander de les répéter.
Donc ça, c'est la phase de rappel immédiat. Ensuite, on va faire une petite pause pendant ce test. On va faire un autre test, comme le test de l'horloge, par exemple. Puis, on va revenir sur les 5 mots du bois, où on va procéder au rappel différé. En fait, le but, c'est d'avoir un espace, une pause pendant ce test pour permettre aux patients de se déconcentrer, entre guillemets, pour vraiment analyser la capacité de mémorisation. Et donc, deuxième étape, le rappel différé, au cours duquel on lui demande de nous répéter les mêmes mots. S'il nous demande des indices, les mots, la notation ne sera pas impactée, puisque du coup, même s'il demande un indice et qu'il arrive à remonter jusqu'au mot à l'origine, il aura la notation maximale. En revanche, s'il nous demande un indice, mais qu'il n'arrive pas à revenir jusqu'au mot à l'origine, on enlèvera 1 point par mot qui n'a pas été retrouvé. On réalise aussi d'autres tests, comme le test de... comme les tests d'évaluation de la dépression, de l'état émotionnel du patient, comme le GDS, qui va nous permettre justement d'évaluer l'état de dépression du patient, où on réalise aussi des échelles comme l'IADL, qui va nous permettre d'évaluer l'autonomie du patient, tout simplement. Pour poursuivre cette présentation, nous allons donc vous parler des problématiques en lien avec les troubles cognitifs. Bien que les professionnels soient sensibilisés aux troubles cognitifs, un constat édifiant a été fait, c'est-à-dire qu'il y a un sous-diagnostic sur le territoire et au niveau départemental. Pour donner quelques chiffres pour étayer ce propos, selon Santé publique France et France Alzheimer, au niveau national, il y aurait environ 1,2 million de personnes qui seraient touchées par des troubles cognitifs ou des troubles de la mémoire, ce qui représente, en comptant leurs aidants, environ 3 millions de personnes. Malheureusement, seulement 60% des cas sont diagnostiqués, ce qui laisse environ 40% des gens sans prise en charge adaptée. Il faut aussi noter que l'incidence augmente avec l'âge, et en particulier chez les femmes, de façon exponentielle avec l'âge, et en particulier chez les femmes après 75 ans. En France, du coup, 21% des patients qui sont atteints de troubles cognitifs ont plus de 65 ans. Ensuite, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, il faut savoir que c'est le territoire le plus âgé de France, avec environ 1 patient sur 5 de plus de 65 ans et 1 patient sur 10 de plus de 75 ans. Et selon différentes études, il y aurait entre 7 et 13% des patients qui seraient atteints de troubles cognitifs ou de troubles de la mémoire sur le territoire, ce qui représente environ 100 000 personnes. Malheureusement, les patients ne sont pas toujours diagnostiqués. Comme vous avez pu le voir, il y a un taux important de personnes qui relèveraient de ce besoin, mais les délais d'attente sont tels que parfois certains n'ont pas accès aux professionnels. Donc, dans ce même temps, les patients se retrouvent avec leurs aidants seuls. Et ils ont leurs troubles qui continuent d'évoluer, ce qui crée des situations parfois très complexes et ça détériore la qualité de vie de tous, et des aidants et des patients. Et c'est un constat que nous avons fait entre collègues, et c'est ce qui nous a amené à venir en parler au sein de la CPTS pour entamer une réflexion sur cette problématique et trouver comment on pourrait améliorer la prise en charge entre la prise en charge de ces patients qui présentent des troubles cognitifs et de leurs aidants. Voilà. Comme nous l'avons dit, il y a un sous-diagnostic de la population sur le territoire, un écart entre le besoin de diagnostiquer et les capacités à diagnostiquer. Le manque de ressources étant flagrant. Les patients, les familles de patients ne savent parfois et souvent pas s'orienter ni vers quel spécialiste, ni vers quelle structure, et ni même comment d'ailleurs. Le médecin traitant restant le premier acteur de la santé qu'ils pourront contacter, et c'est pourquoi le médecin va pouvoir entamer ses premiers examens et ce premier débrouillage avec l'infirmière azalée qu'il peut avoir dans son cabinet. Voilà. Donc le médecin
peut, donc une fois que le débrouillage est fait, orienter le patient, comme nous l'avions dit, vers une prise en charge avec un IRM et un parcours différent. Les infirmières azalées peuvent recevoir encore les patients ensuite selon les besoins et ensuite l'orientation se fera vers les professionnels adéquats. Avant de continuer, nous allons quand même parler un peu plus en détail des troubles cognitifs et des troubles de la mémoire. Effectivement, on avait oublié de passer, mais du coup, c'est tout est résumé ici. Donc, les troubles cognitifs. On trouve des choses. Ces troubles peuvent être causés par le vieillissement naturel, mais il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent intervenir, comme des maladies, des lésions cérébrales, des troubles psychiatriques. D'autres facteurs peuvent majorer ces troubles et ces lésions, comme les addictions, avec les addictions à l'alcool ou les addictions à la drogue, et les traitements médicamenteux, parfois même des interactions médicamenteuses qui interviennent souvent lors de cas d'automédication. Donc on comprend donc qu'une évaluation est essentielle pour déterminer la cause et surtout le traitement adapté à proposer et à mettre en place à la personne. Maintenant qu'on a un petit peu défini les troubles cognitifs, puisqu'on en avait beaucoup parlé un petit peu avant, on va essayer on va parler un petit peu de la mémoire et définir la mémoire. Donc la mémoire, c'est une fonction cognitive qui permet à la personne d'encoder, de stocker et de récupérer les informations. Elle est essentielle à l'apprentissage, à la prise de décision, la reconnaissance de son environnement et à la construction de son identité personnelle. Il existe différents types de mémoire. Donc la mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail qui est la capacité temporaire à retenir les informations de courte durée. On va encoder en quelques secondes à quelques minutes. Elle est utilisée pour les informations dans les tâches cognitives immédiates. Par exemple, un numéro de téléphone que je dois retenir et que ensuite je dois composer. La quantité d'ingrédients qu'il est nécessaire pour une recette. Voilà. La mémoire sensorielle et perspective. Qui nous permet de retenir les informations perçues brièvement par les sens, donc quelques secondes à quelques millièmes de seconde. Elle permet aussi de garder la mémoire des sensations, les formes, les goûts, les sons, l'image d'un objet, la Madeleine de Proust, tout ça. La mémoire à long terme qui, elle, va se diviser en deux sous-familles. Donc la mémoire déclarative qui va être celle de l'explicite, donc les souvenirs dont nous avons conscience, comme les souvenirs personnels, les datés, localisés. Quand j'étais petit, j'ai fait du vélo et je suis tombée. Voilà. Les connaissances générales, donc ça, je sais compter. J'ai appris que Paris est la capitale de la France et que l'homme a marché sur la Lune. Mais bon. Et la mémoire non déclarative, donc celle-ci, ça va être l'implicite, ce qu'on appelle la procédurale aussi. Elle concerne les apprentissages inconscients et automatiques, donc faire du vélo, savoir marcher, mais aussi se laver les dents et tout ce qui est finalement de l'ordre de l'automatisme dont on ne pense même pas à réfléchir quand on les exécute au quotidien. Et qui devient beaucoup plus compliqué, malheureusement, quand on a des troubles cognitifs. Donc, chaque type de mémoire joue un rôle essentiel dans nos capacités cognitives et nos interactions avec le monde. La mémoire est un processus dynamique et qui peut être influencé par de nombreux facteurs tels que l'âge, les émotions, le stress ou les troubles cognitifs. Nous allons donc maintenant vous proposer de voir un petit peu comment on réalise
un test, le MMSE dont on a parlé tout à l'heure, et d'évaluer avec nous quel type de mémoire on essaie justement de regarder. Ce qu'on va vous proposer, c'est que on va vous mettre du coup le MMSE, on va vous donner des propositions et vous allez nous dire à quel type de mémoire on essaye de dépister. On vous propose de répondre sur le chat, on va vous laisser quelques petites secondes et Dr Vial nous fera le retour. Ce qui n'empêche qu'on pourra en parler un petit peu plus tard. Là, juste le but, c'est d'essayer de voir un petit peu, d'étayer nos propos, mais on fera une phase de questions, de réponses s'il y a besoin après, sans souci. Donc là, au niveau de ces questions-là, par exemple, pour savoir en quelle année nous sommes, la date du jour, la saison, etc., selon vous, quel type de mémoire est sollicité? N'hésitez pas à répondre sur le chat. Alors, sur ces questions, je vais vous les poser. En quelle année sommes-nous? En quelle saison? En quel mois? Donc, n'hésitez pas à écrire sur le chat quel est le nom de l'hôpital, dans quelle ville se trouve. Alors, quel type de mémoire est-ce qu'on utilise? Donc, alors, n'hésitez pas à marquer, sauf si vous voulez être diagnostiqué, c'est un diagnostic gratuit, maintenant ou jamais. Alors, personne n'a répondu parce que tout le monde dort. Ils ne se souviennent plus. Ils ne se souviennent plus. Dans quelle ville sommes-nous? Quel est le nom de l'hôpital? Alors, Eric ne sait plus. Eric, alors c'est mon associé, donc on se voit tout à l'heure. Consultation à 14h15 tout à l'heure. Alors, quel type de mémoire? Quel type de mémoire est sollicité? En fait, c'est la mémoire sémantique, puisqu'en fait, ce sont des informations qu'on a intégrées chez nous depuis l'enfance. Au final, même si la date va changer tous les jours, c'est des choses qu'on va manipuler tous les jours, du coup, et en fait, on le sait depuis l'enfance. Le nom de la ville dans laquelle on vit. Ça aussi, pareil, la région, etc., ça, c'est des choses qui sont ancrées depuis un bon moment. Ici... Et souvent, pour rebondir, c'est souvent quand on pose ces questions, les patients sont surpris. Oui. Parce qu'ils disent, vous me prenez pour qui? Exactement. Voilà, mais en fait, c'est là qu'il y a le plus de difficultés chez les patients. Enfin, pas le plus, mais régulièrement, c'est là que les patients se retrouvent en difficulté parce qu'ils se retrouvent... démunis parce qu'ils ne retrouvent pas la réponse en fait. Donc c'est aussi là qu'on est très attentif, c'est-à-dire que dans tout ce qui va préparer le questionnaire, on va être assez rassurant dans mais si vous ne savez pas, vous passez et on passe à la question suivante. Ce n'est pas grave, c'est une question parmi tant d'autres. Voilà, on essaye de les amener à ne pas stresser parce qu'on sait que le stress est une émotion qui peut encore plus majorer. Quelle année sommes-nous? Vous me prenez pour qui? Oui, c'est ça. 2025? Non, c'était ou 1970. Ah non, voilà, c'est ça. Et là, on voit que ça. Ouais, on voit, Alors, on va continuer le test. Continuons. Donc ici, quand on demande aux gens de retenir 3 mots, par exemple, selon vous, c'était zoomé. Cigare, fleur et porte. Cigare, fleur et porte, ou citron, clé, ballon, etc. On va leur demander en fait tout simplement de retenir des mots et de nous le répéter en suivant. Selon vous, quel type de mémoire est sollicité? Voilà, donc cigare, fleur et porte. Est-ce que certains ont des idées? On a un avis. Céline qui nous dit que c'est la mémoire à court terme. Est-ce que c'est le seul avis? Est-ce qu'on attend j'attends d'autres avis? C'est ça. C'est l'avis du public ou l'avis d'un ami? Je ne sais pas, comme l'émission. Je ne sais pas, Jean-Pierre. Allez, Jean-Pierre, c'est votre dernier mot? C'est ça. Céline, c'est ton dernier mot? Court terme? Non, effectivement, oui, c'est bien la mémoire immédiate. C'est bien la mémoire immédiate à court terme, peu importe. Mais c'est bien ce type de mémoire qu'on essaye de dépister, enfin de contrôler. Après, tu le redemandes une deuxième fois. Oui. Non, pas pardon, oui, juste tout à fait. Après, le rappel, et du coup, ça, c'est plus la mémoire. C'est plus la mémoire. Exactement. Et ensuite, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de mémoire est sollicité quand on va demander le nom d'un objet? Montrer un crayon. Quand on monte un crayon, le patient doit nous dire que c'est un crayon, une montre. Selon vous, quel type de mémoire est sollicité ici? Alors, on attend l'avis. L'avis du public. L'avis du public, toujours. Allez. Ou le 50-50. Alors, la mémoire sémantique, nous propose Nathalie. Nathalie a bien suivi. C'est ça. Mais Nathalie, Nathalie. Quand Nathalie signe, je sais que c'est bon. Donc c'est toujours. Il y a personne qui ose répondre après. Effectivement, comme on le voyait dans la première proposition, l'année, le jour, etc., c'était aussi la mémoire sémantique. Et en fait, du coup, ça nous permet d'analyser cette mémoire sémantique en posant d'autres types de questions, tout simplement.
Voilà. Et donc maintenant, pour terminer cette présentation, donc notre public oui. n'a pas de troubles cognitifs. Vraisemblablement pas, ce qui est rassurant. Je suis fier de vous tous. Donc, comme je disais, maintenant pour terminer cette présentation, nous allons essayer de cerner les enjeux liés aux troubles cognitifs. Comme nous l'avons déjà dit et selon les recommandations de la HAS, le médecin est le référent de la prise en charge des patients. Le travail en collaboration entre les différents professionnels de santé permet l'amélioration de la prise en charge des patients et de leur entourage. Il ne faut surtout pas négliger la prise en charge des comorbidités, qu'elles soient présentes ou non. C'est-à-dire qu'on sait que certaines comorbidités vont avoir tendance à majorer ou à accélérer l'apparition de troubles. Donc effectivement, l'absence de ces comorbidités nécessite quand même une attention toute particulière, puisqu'en fait, même si les comorbidités ne sont pas présentes, on a un rôle de prévention et de dépistage, puisque si on peut éviter l'apparition de ces comorbidités, on sait qu'on pourra aussi avoir un effet sur les troubles cognitifs. Ces comorbidités, il est intéressant d'en parler puisqu'en fait, vu l'âge des patients atteints par les troubles cognitifs ou les troubles de la mémoire, on retrouve souvent le même style de comorbidité, notamment des pathologies cardiovasculaires, du coup, avec l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, des antécédents d'AVC, qui peuvent avoir un impact sur la circulation au niveau cérébral et donc accélérer la dégradation cognitive. Il faut savoir que l'hypertension et l'hypercholestérolémie sont des facteurs de risque connus pour la maladie d'Alzheimer. Le diabète de type 2, qui est un facteur de risque majeur pour le déclin cognitif, et les démences. Une mauvaise gestion du diabète peut accélérer l'évolution des troubles cognitifs et aggraver les symptômes. Les troubles psychiatriques comme la dépression, l'anxiété, les troubles de l'humeur, qui sont fréquemment associés aux troubles cognitifs. Ils peuvent aggraver les symptômes cognitifs et rendre plus difficile la gestion des patients. Et les troubles musculo-squelettiques, souvent associés à l'âge aussi, puisqu'il peut y avoir de l'arthrose, des difficultés de mobilité, des douleurs chroniques, qui peuvent rendre complexe la prise en charge en majorant la perte d'autonomie et en augmentant le risque de chute. Il ne faut pas oublier, en particulier par rapport à l'autonomie, que par rapport aux troubles cognitifs et aux troubles de la mémoire, une maladie de Parkinson peut souvent être associée. C'est donc pour cela qu'on peut voir là un gros flash. Oui, la prise en charge de la maladie est nécessairement pluridisciplinaire. Elle va, vous voyez, toucher plusieurs corps médicaux et paramédicaux, du psychomotricien à l'ergothérapeute, en passant par le neurologue, le gériatre, les médecins généralistes évidemment en première intention, l'infirmier, sous toutes ses casquettes, ça va être l'infirmier Azalée qui va commencer le débrouillage, mais ce sera ensuite les infirmiers libéraux qui prendront la suite à domicile, les kinés qui vont aider justement, comme le disait Romain, à ne pas perdre en autonomie de marche, en autonomie de mouvement. Le pharmacien qui va aussi être là pour délivrer les traitements. Entendre aussi, parce que souvent, il va être le référent de l'aidant, parce que l'aidant pourra se confier à lui. Voilà, et les psychogériatres et les psychiatres, évidemment. Et la liste, évidemment, est non exhaustive. Et oui, parce qu'en fait, effectivement, comme on disait, c'est pluridisciplinaire. On a aussi les orthophonistes. Les auxiliaires de vie, les assistantes sociales pour tous les plans de gestion APA, etc. Enfin voilà, c'était vraiment des exemples. Non, on ne vous oublie pas. C'est juste qu'on avait peut-être c'est pas exhaustif. Voilà, c'est juste ça. Oui, assez de place sur la slide. Mais effectivement, on est conscient de tout le bénéfice que tous les intervenants ont sur cette maladie et surtout sur le maintien de l'autonomie à moyen terme. Voilà. Donc, compte tenu de tout ce que nous avons déjà vu ensemble, il est évident que là, on aura besoin de votre aide pour savoir quelles pourraient être les différentes pistes d'amélioration et de réflexion que nous pourrions avoir sur le territoire voilà, ce qui est comme il existe déjà, mais
peut-être qu'on pourrait s'appuyer sur l'existant et améliorer l'existant également. Les ateliers d'activité physique adaptée, les ateliers mémoire pour les patients, les cafés mémoire pour les aidants, les groupes d'échange divers et variés, les partenariats avec les structures spécialisées. On connaît déjà toutes les activités qui sont mises en place par France Alzheimer, par le village Alzheimer, parce qu'on a quand même la chance ici sur le territoire d'avoir cette structure innovante et expérientielle. Alors elle est plus trop expérientielle, mais voilà, elle nous est d'une grande aide si on a envie d'aller trouver des réponses. Voilà. Il existe aussi toutes les PTA, les dispositifs d'appui et d'orientation qui sont présents sur les territoires. Tout ça pour coordonner les actions des différents acteurs qui gravitent autour du patient et de leurs aidants. Et donc, il faut s'appuyer sur tout ça. Effectivement. Et nous voyons donc que le travail en collaboration est essentiel dans la prise en charge de ces patients et surtout par rapport à la qualité de vie qu'on peut offrir à ces patients et à la prise en charge aux aidants. Chaque professionnel, donc comme on disait tout à l'heure, la liste n'était pas exhaustive, mais chaque professionnel peut, s'il le veut, avoir un rôle à jouer. Et donc du coup, pour conclure cette intervention, donc le but de l'intervention est de trouver ensemble comment répondre aux besoins du territoire afin de nous adapter au mieux aux besoins de notre territoire. C'est pour cela que, comme on disait tout à l'heure, un échange est le bienvenu. Du coup, si vous avez des questions à poser, ne pas hésiter. Des idées aussi à partager. Voilà. Des idées, tout à fait. Bon, merci beaucoup à ce duo de choc qui nous a réappris les différents types de mémoire. Donc, comme Bettina et Romain l'ont très bien dit, on va profiter de ce temps d'échange là. Si vous avez des questions, des petites précisions à apporter. Moi, ce que je retiens et qui m'a surpris, c'est que c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée. Vous l'avez dit tout le monde a ce rôle à y jouer. Et là, c'est le médecin généraliste qui parle. C'est vrai que nous, on voit les patients, on les voit 15 minutes. 15 à 20 minutes. Et le patient a le temps d'avoir son fameux vernis. C'est-à-dire quand il vient... Le vernis social. Et paradoxalement, c'est quand on demande la vie. Bon, ça, c'est l'expérience j'ai la chance de travailler avec Romain. Donc, souvent, quand je les envoie chez Romain, j'ai des chiffres complètement différents. Et ça montre que le fait de sortir de ses habitudes, on diagnostique des choses qu'on ne voyait pas. Et c'est vrai que nous, on est... alors, je parle pour les médecins, mais peut-être aussi pour les autres professionnels de santé. On a cette habitude où on passe à côté parce que c'est une maladie insidieuse, on va dire fourbe, mais très lente. Et là, chacun a son rôle à jouer. Je pense aux infirmiers parce qu'ils les voient à domicile, l'orthophoniste qui les voit, à l'accueil des pharmacies. C'est vrai que souvent, quand ils vont, vous avez pris où ma carte vitale, enfin voilà, c'est dès qu'on sort. Tous les professionnels. Voilà, et la famille, il faut bien écouter la famille parce que la famille a un discours soit qui fait peur en disant il a complètement perdu la tête, ou ils sont trop en disant il a toujours été comme ça, c'est mamie, c'est normal. Et, le déni, le fameux déni. Donc voilà, je pense qu'il faut retenir sur ça parce qu'on en voit plein, on en verra de plus en plus du fait de l'exposition aux toxiques, aux drogues. On a des gens qui fument de plus en plus, qui prennent n'importe quoi, donc on va voir ça de plus en plus jeune. Le vieillissement de la population. Je rebondis sur ce que tu disais, Bettina, sur le village Alzheimer. Alors le village Alzheimer est aussi une zone de recherche. C'est-à-dire qu'ils font des travaux de recherche, donc n'hésitez pas à y aller parce que c'est très pertinent. Et je vais rebondir avant d'avoir les autres questions parce que ça commence à arriver. Pourquoi est-ce qu'on fait un bilan ? Quand on fait des IRM, parce qu'on fait plus de scanners, on fait des IRM médulaires, c'est, je pense, pour chercher des causes curables. Aussi, voilà. Et pour voir les atteintes, puisqu'en fait, là, c'est vraiment purement les recommandations de l'HAS. Donc, en priorité, on oriente vers le médecin. Ensuite, du coup, on fait une prise de sang aussi, pour voir si certaines carences en vitamines ne pourraient pas avoir vitamine B12, vitamine B12 notamment 2 fois, ne pourrait pas être à l'origine de certains troubles cognitifs. Et ensuite, effectivement, la HAS recommande de faire une imagerie, en particulier IRM, du coup, pour voir si, effectivement, il peut y avoir des atteintes au niveau cérébral qui peuvent expliquer... vasculaire, et puis tout à fait. Les hypertensions artérielles. Donc, on est quand même dans le bien vieillir ensemble.
bien vieillir tout court, voilà, c'est l'objectif, parce que les gens vont de plus en plus rester à domicile. Et vous l'avez dit, c'est une prise en charge globale. Avec, du patient et de sa famille. Il y a là, les aidants, parce que c'est compliqué. Oui. On a tous des histoires à raconter sur ça. On a aussi les structures, PTA pour nous aider, les aides à domicile. Quand les enfants sont loin, qui s'occupe du patient? Voilà, les résidents seniors. Les enfants. Oui. Et voilà, donc on a quelques questions. On va commencer par Nathalie qui a une mémoire immédiate, sémantique, temporo-spatiale de feu de Dieu. C'est vrai qu'elle précise que souvent c'est l'entourage qui en parle le mieux. Est-ce que vous êtes des fois sollicité par l'entourage? Oui, tout à fait. Puisqu'en fait, du coup, c'est un des... Pardon. Vous êtes un duo, vous parlez, vous êtes une team. C'est un des critères, du coup, les patients qui viennent nous voir donc, sont rattachés aux médecins avec lesquels on travaille. Mais le médecin n'a pas nécessairement besoin de nous envoyer le patient. C'est-à-dire que le patient peut choisir lui-même de venir à nous, et donc la famille aussi peut nous contacter pour permettre de faire des évaluations. Donc effectivement. Souvent dans l'entretien, je sais que j'aime bien avoir la famille au départ. Alors souvent, je leur demande de sortir au moment des questions, parce qu'on a toujours envie de répondre à la place de l'autre. Sauf que non. Donc c'est sortez ou vous restez, mais vous ne répondez pas à la place d'eux, sauf quand on a besoin de traducteurs, parce que ça arrive aussi qu'on ait besoin de traducteurs. Là, on les garde avec nous. Par contre, oui, c'est sûr que on a. Je sais pas ce que tu voulais dire. Quoi? Oui, non, mais on a besoin de la famille, de tous les aidants, de l'avis de tout le monde. Il parlait très justement des auxiliaires de vie qui, elles, par contre, ont parfois des petits plus à nous amener. Et c'est pour ça, pas que des petits. Et c'est pour ça que il arrive aussi, et Azalée nous permet de faire ça, c'est d'aller faire les questionnaires à domicile. Et ça nous permet d'avoir un contexte, d'avoir de trouver des choses. Son écosystème. Oui, comme c'est ça. Disait, ça s'adapte au niveau socioculturel aussi, le test. Ça, il faut faire attention. Le ménage qui est pas trop fait, la cuisine, l'état, en fait, on va lui demander peut-être d'aller nous servir un verre d'eau. La praxi, tout ce qui va être au niveau praxi, ça va être compliqué à gérer pour eux aussi. Donc à domicile. Je vous donne mon verre d'eau. Je sais le faire. Voilà. Mais ça nous donne d'autres indications. Oui. Est-ce que c'est pertinent, nouvelle question de Nathalie, de dépister les personnes à risque? Est-ce que vous le faites? De dépister les personnes. Voilà, vous voyez, vous avez un couple de patients, il y en a qui a Alzheimer, et l'autre, vous savez que soit il est toxique, soit il prend des médicaments. Est-ce que vous les voyez? Alors, oui, on les voit. Mais encore une fois, je peux me réfugier derrière les recommandations de l'HAS. Les recommandations de l'HAS, c'est dépistage non systématisé en population générale. C'est chez les patients qui présentent des symptômes, du coup, et en particulier après 65 ans. Donc là, je me réfugie un peu derrière, mais évidemment, si un des... L'adressage du médecin aussi. L'adressage du médecin, bien sûr. On peut être amené à le faire avant 65 ans. Tout à fait. Sur recommandation, sur demande. Donc on sort un peu des recommandations, évidemment, mais ça s'adapte surtout au cas par cas. En particulier, par exemple, tu donnais l'exemple d'un couple. S'il y a une personne qui a déjà des troubles, effectivement, on sera amené à tester l'autre personne aussi, en prévision du long terme, même parfois court terme d'ailleurs. Donc voilà. Parfois, il arrive aussi qu'on fasse des tests aux patients, le plus souvent au-delà de 65 ans, parce que c'est vrai que j'imagine qu'on ne se pose pas trop la question avant, mais on fait des tests pour rassurer certains de cette anxiété d'avoir la maladie. Et est-ce que parce que j'ai oublié comment il s'appelle quand la personne que j'ai trouvée hier dans la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle, est-ce que j'ai la maladie d'Alzheimer? Donc non, ça nous arrive aussi de faire ça juste pour rassurer les patients. C'est vrai qu'actuellement, il y a les bilans de prévention qu'on est en train de... La Caisse primaire d'assurance maladie lance à tous les patients. Est-ce que dans ce cadre de bilan de prévention, on peut vous les envoyer? Non, puisqu'on ne fait pas partie de ce bilan de prévention. Enfin, pas le bilan de prévention officiel pas officiel de la globalement, on va dire le médecin va faire le bilan de prévention et ne pas hésiter après vous les envoyer. Ça rentre dans le cadre du protocole Azalée, du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on peut les recevoir. D'accord. On a une question aussi de Eric, de Dax. Comment est-ce que vous gérez le déni de la famille? Quand la famille dit « Papy va bien », papy se promène, fugue, mais c'est pas grave, parce qu'il va chercher des champignons.
J'ai envie de demander à Eric comment il fait pour gérer ce déni lui aussi, du coup. Comment est-ce que le médecin généraliste gère aussi? Ça dépend. C'est un travail de fond. C'est un travail de fond, c'est ça. Clairement. C'est un travail de fond où on va opposer un test que l'on va faire qui va s'avérer ou pas, j'ai envie de dire négatif, parce que positif, forcément, non, il sera délétère pour le patient. Mais après, il va falloir amener la famille à accepter, parce que s'ils n'acceptent pas, comment se passe la prise en charge derrière. Et c'est là qu'on rentre dans l'éducation thérapeutique aussi. Et donc du coup, le rôle d'Azalée, quel est le rôle d'Azalée dans le trouble cognitif, mais en éducation thérapeutique, en plus du dépistage, effectivement, c'est d'expliquer la pathologie, etc., etc. C'est là que ça rentre dans l'éducation thérapeutique. Enfin, selon moi, je pense. Voilà, on parle beaucoup de médecins qui travaillent à Azalée. Il y a des médecins qui ne travaillent pas avec Azalée. Oui. Est-ce qu'ils peuvent quand même vous les envoyer? Non. Donc on leur conseille de prendre un infirmier Azalée. Exactement. Voilà. Et c'est comme on disait, en fait, c'est vraiment la HS qui a validé ce protocole. Code de la santé publique, non pas code de la santé. Bon bref, valider le protocole, c'est code de la sécurité sociale. De la sécurité sociale. Et voilà, c'est un des critères pour recevoir les patients, des médecins qui ont signé le protocole Azalée. Oui. Parce que en fait, Azalée, on l'a dit, c'est de la coordination. Et je pense que vous l'avez dit, c'est pas que le diagnostic. On diagnostique, mais après il y a ce qui est derrière, ce qu'il faut préparer. Et c'est là où on se posait la question, et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Après ça, les gens ils sortent de notre cabinet, ils repartent voir le médecin, et là, on fait quoi maintenant? Il leur fait déjà une demande à 100%, une ALD, l'affection longue durée. Et après, surtout, on discute. C'est bien d'avoir un diagnostic pour anticiper les choses. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Enfin, Eric repose cette question. Pour les accompagnants, les aidants, est-ce qu'on a des choses à leur proposer? Et les deux ont fait ce mouvement. Ça veut dire que ça va ce problème. C'est-à-dire que c'est en fait, c'est un petit peu la raison pour laquelle on a décidé d'en parler, puisqu'en fait, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui existent au niveau national. Il y a des choses au niveau régional aussi et territorial. Mais le but, c'est d'essayer de trouver ensemble, justement, quoi mettre en place, parce que si on se pose la question, c'est que vraisemblablement, il y a un manque quelque part. Donc, justement, le but, c'est peut-être de travailler ensemble sur ça et de savoir nous-mêmes, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de proposer. Je pense que c'est peut-être ça aussi la question à poser peut-être à l'envers. Question comme toutes les filières, c'est-à-dire c'est là où interviennent les CPTS, c'est-à-dire que on l'a dit, le mot parcours. C'est ça. Il y a le diagnostic, il y a le suivi. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque territoire est particulier. Et qu'est-ce qu'on peut proposer? Nathalie l'a très bien dit. Nathalie qui est orthophoniste de son état, puisque je répète sa question. Les orthophonistes peuvent faire des bilans quand il y a plainte, même si le diagnostic n'est pas encore posé. Évidemment, enfin voilà, on l'avait pas mis dans la liste, mais c'est comme on a bien précisé, la liste n'est pas exhaustive. Non, voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. On a parlé des aidants, on a parlé du devenir. C'est vrai que le devenir est particulier. On a parlé un peu des toxiques, on a parlé de ce qui va arriver parce que les gens sont. Est-ce que vous avez eu beaucoup de cas de démence entre guillemets curables dus aux médicaments? Moi non. Non plus. Non. Mais on sait que ça existe. C'est pour ça qu'on en a parlé. Mais moi, je n'ai jamais été confronté à ça. Je ne sais pas si dans notre public, certains ont connu ça. On a déjà des gens qui veulent savoir qu'est-ce que je peux faire pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir Alzheimer. Il y a le côté héréditaire, on le sait. Bien sûr. Le côté génétique, on le sait. Il y a le côté épigénétique, on le sait. Mais il y a aussi des côtés environnementaux. Est-ce que le fait de faire des Scrabble, des jeux intellectuels, ça fait du bien? Est-ce que les vitamines peuvent servir? Alors la vitamine, j'aurais pas la réponse. Il faudra peut-être poser la question à un médecin. J'aurais tendance à dire que les jeux, l'entretien cognitif, intellectuel. C'est pour ça qu'il y a des propositions d'ateliers mémoire. C'est pour maintenir. Alors au-delà du fonctionnement cérébral que ça stimule, il y a aussi toute l'interaction sociale que ça génère. C'est-à-dire que souvent on retrouve des patients qui ont des troubles cognitifs et qui sont isolés et qui parce que ils sont isolés ont de l'anxiété qui majeure les troubles. Donc forcément on a plusieurs axes possibles de prise en charge, mais c'est vrai que souvent les ateliers mémoire sous toutes leurs formes ressortent. Il y a aussi, on l'a dit, la pratique d'activité physique régulière avec
les APA, avec tout le monde en fait, même avec sa petite fille. Si tiens mamie, je viens te voir, on va aller marcher. Ça peut aider aussi. Sauf si elle la perd. Évidemment, elle ne peut pas la perdre. Évidemment. Non, mais pour faire le lien par contre avec ce que tu disais entre l'isolement social et le nombre de patients qui augmente, c'est pas pour rien qu'il est à craindre aussi que dans les années à venir, avec le Covid, tu penses au Covid du coup, oui. Majoration de beaucoup de troubles aussi pendant le Covid, on l'a vu avec les états dépressifs, etc. Oui. etc. Et donc du coup avec les troubles cognitifs et les troubles de la mémoire, on peut penser que dans quelques années il y aura une flambée entre guillemets de ces dépistages. Est-ce qu'il y a quelque chose... Il y a des patients qui ont des troubles de l'attention, mais pas forcément des troubles de la mémoire. Vous arrivez à les discerner? Est-ce qu'on... Oui, Alors, quand on parle de troubles cognitifs, nous, ici, et de troubles de la mémoire, on parle de troubles cognitifs pathologiques. D'accord. Non, parce que les gens vous disent, tu l'as dit, j'ai rencontré quelqu'un, je ne sais plus qui c'est, je suis Alzheimer, il vient de voir le docteur, je veux un bilan. Alors, il faut savoir que les troubles de l'attention font partie des troubles cognitifs. C'est pour ça que je dis bien pathologique. Mais pas des troubles de dégénérescence mnésique, en fait. C'est un trouble cognitif, parce que ça a une atteinte cérébrale, évidemment, dans toutes les connexions. Mais... Et dans les interactions, etc. Merci. Pas dans le trouble dégénératif. Dégénératif, oui. Alors, on a parlé des tests, par mémoire, donc diagnostic différentiel, le syndrome dépressif, et on a aussi les troubles de l'audition. Oui. Ouf, ça c'est ouf qui vient de... Il y a 15 jours, j'ai fait un dépistage chez un patient sourd comme un pot. Je me suis collé à lui encore plus que ça du coup pour pouvoir vraiment lui parler dans l'oreille et être sûr, en fait, parce que si on ne s'assure pas qu'il entend correctement, qu'il a le niveau socio-économique, culturel adéquat, qu'il est en capacité de comprendre, nous de notre côté on va avoir un test biaisé. Donc du coup j'ai tout mis, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que c'est arrivé il y a pas longtemps et les gens en salle d'attente après entendaient tout ce qui se passait dans le bureau, donc ça m'a fait... Mais de la même façon, beaucoup rire. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les traducteurs. Oui. On est obligé d'avoir des traducteurs pour les personnes qui ont des difficultés de compréhension de la langue française. Donc, et ça, au CERN Azalée, par exemple, nous, on a la possibilité, on a tout un catalogue, un listing, un annuaire de collègues qui peuvent nous aider à traduire en cas de barrière de la langue. S'il y a d'autres questions... D'accord. Je pense que c'était la dernière intervention. On a parlé des interactions sociales, des troubles auditifs. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres choses que vous voulez... On a fait le tour. On a fait bien le tour. On avait vu surtout que ce qui va nous arriver et qu'on est obligé de travailler tous ensemble. Tout à fait. Donc, je vous remercie. Merci à tout le monde d'avoir été là aussi. Participé. Alors déjà à nos intervenants, parce que c'était la première fois qu'on faisait ce format filmé, vous avez vu, c'est pour ça qu'on n'était pas trop... C'est Solidax TV, on les remercie parce qu'ils avaient des amateurs qui se la pétaient avec leurs oreillettes, mais c'était pas si facile que ça, donc je remercie la régie, je remercie tout le monde, donc merci Solidax, je remercie tous les participants, merci à tous d'avoir été là. Je le rappelle toujours que ces émissions... Attendez, je cherche mes notes parce que c'est ça, les aléas du direct. Évidemment. C'est ça. Les aléas du direct, on se perd. On va rien dire, on avait les notes aussi. C'est pas là. Voilà. Donc, merci la régie, me dit. C'est Jérémy la régie, je vous laisse deviner. Donc, le questionnaire de satisfaction, il est important pour nous de recueillir votre retour sur cet événement. N'hésitez pas à donner votre avis soit dans le chat, soit en lien de description sur YouTube. Petite promo. Les mercredis de la CPS continuent, donc je vous remercie de les regarder, d'y participer, surtout de les regarder au replay. On voit que les nombres augmentent. Donc le prochain, je le lis, le chirurgien vasculaire pour les nuls, AOMI, artériopathie oblitérante des membres inférieurs et plaies vasculaires, animé par le docteur Jean-Philippe Delpy le mercredi 9 avril, donc déjà vous le cochez, on sera là. Donc, merci pour tout. N'hésitez pas à liker et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous.